Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue donc à ce webinaire un peu particulier aujourd'hui puisqu'il prend la forme d'une conférence débat sur le sujet du renouveau de l'engagement en formation et de l'attractivité de l'offre. Je suis Isabelle Desmarais, donc chef de projet professionnalisation au C2RP et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui pour traiter de ce sujet de Philippe Pierre. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Mais je vous laisse vous présenter. Oui, avec plaisir. Donc d'abord, je suis ravi d'être avec vous et puis de pouvoir partager avec nos interlocuteurs. Je suis un homme de ressources humaines, j'ai une expérience de DRH dans des grandes organisations. Je suis aussi un enseignant dans le domaine de la gestion des ressources humaines, du défi des entreprises apprenantes, de l'intergénérationnel. Et j'ai eu la chance d'écrire une quinzaine d'ouvrages, je dirais, à aujourd'hui. Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir partager avec vous, Isabelle, et avec l'ensemble de nos participants sur ces sujets du renouveau des formes d'engagement, d'intergénérationnel, de présentation et d'attractivité des offres. Vraiment, je suis ravi. Merci Philippe. Alors nous souhaitons que cette conférence soit un temps d'échange, hein, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc en cliquant sur le picto questions là, donc en bas à droite, je vois qu'il y a déjà des personnes qui l'utilisent. Donc n'hésitez pas, hein, et nous vous répondrons donc après chaque grand point d'intervention. Avant de commencer, juste vous rappeler également qu'après le webinaire, vous recevrez un mail avec les liens vers son replay, ainsi que vers un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Donc, vous y retrouverez également dans ce mail des liens vers un certain nombre de ressources que nous propose Philippe, hein, et dont nous reparlerons tout à l'heure. Donc, je vais passer les diapos donc de notre conférence pour arriver donc à notre contenu. Hein, donc, nous traiterons donc de 3 points en particulier, donc avec après une petite introduction. Donc, nous verrons le renouveau des formes d'engagement au travail et l'inversion du rapport de force entre employeurs et employés. On traitera ensuite des nouveaux canaux de communication et de l'importance du digital et du numérique dans la valorisation de l'offre. Et enfin, nous terminerons par l'évolution des modèles d'organisation et donc l'importance de la marque employeur pour attirer, recruter, fidéliser. Voilà. Donc en introduction, quelques mots peut-être. Je souhaitais revenir avec vous sur l'événement que nous avons organisé le 14 décembre dernier, hein, donc qui est fait, dont cette conférence fait suite, puisque donc cet événement organisé donc en présentiel et en distanciel, que vous avez peut-être suivi, traitait du sujet de l'amélioration de la visibilité de l'offre face à nos grands enjeux régionaux en Hauts-de-France. Donc, nous y avons fait un point sur les nouveaux besoins de formation face à ces grands enjeux et également sur l'importance d'un bon référencement pour améliorer la visibilité de l'offre. Donc, dans le chat, je vais vous mettre le lien vers le replay de l'événement si vous souhaitez revoir certaines séquences. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Lors de cet événement également, donc nous vous avons annoncé la mise en ligne de la nouvelle plateforme régionale de saisie de l'offre de formation, donc Ophélie, et qui a été donc mise en ligne à la mi-octobre. Des webinaires ont été également organisés pour vous faire connaître cette nouvelle plateforme et vous accompagner dans son utilisation. Vous retrouverez également sur le site et dans la playlist de notre chaîne YouTube ces différents replays de ces webinaires. Là aussi, je vais vous les mettre dans le chat
pour que vous puissiez y retourner si vous voulez donc suivre, avoir un petit peu le suivi de ce qui avait été dit. Également, toujours lors de cet événement, donc nous avons commencé à échanger sur le marketing de l'offre et dans le prolongement, il nous a semblé important de prendre un peu de hauteur et d'organiser un temps, donc notre temps d'aujourd'hui, pour aborder l'angle du renouveau de l'engagement en formation et des nouvelles formes d'attractivité de l'offre. Hein, donc c'est sur cet angle que Philippe nous a proposé donc d'intervenir et donc de nous apporter des éléments de réponse sur sa vision sociologique, donc sur les deux questions, hein, donc du recours à un organisme de formation dans nos nouveaux contextes de travail et des nouvelles motivations des jeunes, mais plus largement des publics, dans le choix de l'offre. Et donc les actions à ne pas hésiter à mettre en place pour améliorer donc sa visibilité. Donc sans plus attendre, nous allons passer donc au premier point, hein, donc sur le renouveau des formes d'engagement. Et Philippe, je vais te laisser la parole. Merci. Pour nous en dire davantage. Ah oui, avec plaisir, Isabelle. Je suis ravi de pouvoir le faire. Ce que je vais défendre comme idée, c'est que depuis peut-être une quinzaine d'années, donc pour moi, bien avant la crise Covid et ses effets, nous vivons une remise en cause de la centralité du travail dans nos existences. Et pour moi, le marché du travail et plus largement, en fait, l'environnement social et économique est le témoin, en fait, d'un questionnement nouveau. Alors, chez une partie des jeunes, mais aussi chez des personnes plus expérimentées, et on s'attachera d'ailleurs dans notre échange le plus possible d'éviter d'ailleurs des catégorisations hâtives et quand on évoque par exemple la jeune génération, et on y reviendra avec grand plaisir, pour moi il y a souvent une très grande variété de motivations, d'attitudes ou de comportements. Et on peut retrouver aussi chez des personnes expérimentées des réflexes par exemple digitaux ou numériques que l'on croit parfois simplement, je dirais, ceux des plus jeunes. Et donc c'est un sujet qui est très beau, qui est très complexe, mais pour autant, je crois que depuis maintenant une quinzaine d'années, un modèle culturel, je dirais, est attaqué, est percuté. Et il se trouve que si j'analyse un peu mon parcours, ce modèle culturel, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup influencé, et je pourrais le définir comme ça, au centre de mon existence depuis très jeune, renforcé ensuite par mes engagements en tant qu'homme de ressources humaines ou enseignant. Au centre de mon existence, je dirais qu'il y a trois grands piliers. Je vais mettre ma famille en premier, je vais mettre le travail en deuxième, et mes amis en troisième, et tout tourne autour. Ce modèle-là, et nous l'approfondirons tout à l'heure en troisième partie, je l'appelle depuis quelques années le modèle de la loyauté. C'est-à-dire que quand on fait face à un employeur, quand on s'engage au travail, le contrat psychologique, c'est-à-dire le ressort même de motivation, c'est de donner énormément à l'employeur qui t'accueille en échange d'une sécurité de parcours ou d'une sécurité de destin. Et la promesse, d'ailleurs, si je suis fragile ou vulnérable en fin de parcours, c'est de me protéger. Alors ce modèle continue d'exister peut-être dans les têtes, mais il est clair que pour moi, et depuis peut-être plus de 15 ans, il a été questionné, il a été percuté, notamment par des personnes, jeunes ou moins jeunes, c'est ça qui me passionne, qui me donnent le sentiment à moi d'avoir plusieurs vies à vivre, et notamment professionnelles, en même temps. Et alors je développerai cet aspect tout à l'heure, mais on les appelle, on les baptise, ces personnes-là, de plus en plus des slasheurs. C'est-à-dire qu'elles ont plusieurs ancrages professionnels et elles vous disent assez tôt, assez vite, quand vous les questionnez, moi, idéalement, ce que j'aimerais, c'est cultiver en fait 2 ou 3 activités professionnelles et avoir 2 ou 3 sources de rémunération souhaitables ou possibles. Et alors là, pour un homme comme moi, c'est d'une certaine manière un modèle qui est percuté, c'est le modèle du centre. Ces personnes-là ont plusieurs centres. Et ça fait écho d'ailleurs à mon dernier ouvrage qui s'appelle L'Archipel. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors si on creuse un peu plus loin, je ne crois pas qu'il y ait de grandes démissions ou de grandes flemmes. Ce sont des choses que l'on entend souvent. Je crois au contraire
que ce qui va faire en fait qu'une personne se dirige vers un organisme de formation ou plus largement vers une entreprise, ça va être chez elle en fait une attente assez forte de personnalisation, de proximité managériale et d'échanges assez directs et assez rapides et de connaissance même de ces attentes. Alors quand je travaille avec des organismes de formation ou plus largement avec des entreprises publiques ou privées, il y a deux questions que je pose, Isabelle, et qui renvoient directement à l'attractivité. Je leur demande quelles sont les 5 bonnes raisons de rejoindre votre entreprise ou votre organisme de formation et qui existent peu ou pas chez votre concurrent principal. Les 5 bonnes raisons de vous rejoindre qui existent peu ou pas chez votre concurrent principal. Et je t'assure, Isabelle, qu'il m'arrive parfois d'avoir des dirigeants qui ne sont pas capables de me donner ces 5 raisons. Et là, je m'inquiète. On ne peut pas être attractif si on ne connaît pas ses forces. Et donc, c'est un travail que j'invite à faire avec vos équipes, avec vos collègues proches, pour essayer de regarder quels sont nos traits saillants, quelles sont nos spécificités, qu'est-ce que l'on peut défendre et qui n'existe pas forcément chez les autres. Deuxième question que je pose souvent, c'est quelles seraient en conscience les 5 raisons de ne pas vous rejoindre ou de vous quitter? Alors celle-ci, elle pique un peu plus, mais elle est tout à fait intéressante parce que ce que je crois, moi, c'est qu'on ne nous rejoint pas par hasard et on nous rejoint si on est, je dirais, attiré d'abord par une réputation, ça c'est certain, et puis par la possibilité d'offrir en son sein plusieurs espaces apprenants, plusieurs manières de vous accueillir. Et sur cette question du renouveau du sens du travail, je voudrais livrer une petite anecdote, mais même très très rapide. Il y a une quinzaine d'années, je suis DRH et je vois rentrer dans mon bureau une personne qui a à l'époque 21 ans et demi. Et je démarre un entretien de recrutement très classique, c'est-à-dire que je confirme, en quelque sorte, je vais chercher chez elle des qualités qu'on m'a données à moi il y a 5, il y a 15 ou 20 ans. Ce qui est une très mauvaise façon de faire parce qu'on ne s'attache pas à la personne. D'une certaine manière, on est déjà un petit peu en quête d'un candidat avec un portrait robot tout fait. Et au bout de quelques minutes, ce jeune me percute véritablement dans mon modèle culturel. Et c'est ce que je crois nous vivons là de plus en plus. Il me demande au bout de 5 à 6 minutes, monsieur, est-ce que je dois travailler en CDI chez vous tous les jours? Alors Isabelle, j'ai eu comme un choc important et je lui ai répondu, et c'est ça le modèle de la loyauté qui est le mien, je lui ai répondu, écoutez monsieur, ici on travaille 5 jours sur 7, le 6e et le 7e on réfléchit à ce qu'on fait. Ça n'avait pas créé chez lui de forte motivation ou de désir agissant. Eh bien ça s'est amplifié de façon très très nette depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, en fait, ce rapport de force s'est inversé bien souvent. Et donc, les employeurs et les organismes de formation doivent avoir ce souci, en fait, de connaître les raisons à leurs yeux qui sont celles, en fait, d'un bon parcours chez nous. Et ce candidat d'un mot, quelques minutes plus tard, m'avait demandé Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Alors là, pour moi, c'était le coup de grâce, car j'étais dans une vision que je qualifie un peu doloriste, même sacrificielle. Et quand on évoque le renouveau des formes d'engagement au travail, on doit aussi, à mon avis, évoquer cette question. C'est-à-dire que, pour être un peu plus précis, je crois que j'étais un homme qui était dans le viseur et que les personnes à qui j'accordais du crédit étaient dans mon viseur. On a de plus en plus autour de nous des personnes qui fonctionnent plus comme ça. Elles vont refuser un présentéisme notoire. J'étais capable, Isabelle, de dire à quelqu'un à 18h30, tiens, tu prends ton après-midi, si je les voyais partir sur la pointe des pieds. C'est un point important pour moi, ça. Hein. Aujourd'hui, je serais vraiment en total décalage. Aujourd'hui, on a donc une chance, car cet après-midi, ensemble, nous allons faire preuve d'optimisme de combat. C'est une belle notion, cher au philosophe Michel Serres. J'ai la chance, comme je le disais en introduction, de rencontrer des personnes qui ont plusieurs vies à vivre en même temps et qui ne sont plus dans le viseur, mais qui veulent être sur le radar, avec un profond équilibre d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, des préoccupations environnementales de plus en plus importantes et même plus largement une très grande diversité de motivations. Et notamment dans la jeune génération, parce que ce jeune qui m'avait demandé est-ce qu'on doit être là tous les jours, est-ce qu'on s'amuse chez vous? D'ailleurs, quand on m'avait demandé est-ce qu'on s'amuse chez vous, je lui avais dit à l'époque la plus grande salle de réunion chez nous s'appelait la salle de confrontation, c'était tout un programme. Je crois qu'aujourd'hui, et ça nous amène peut-être à notre deuxième sous-thématique, je crois qu'aujourd'hui, on doit aller à la rencontre, notamment de la jeune génération, par différents canaux de communication. Et lui, alors, il est rentré chez nous, mais j'ai dû faire preuve, et c'est quelque chose de très important pour moi, d'étonnement volontaire. Un organisme de formation qui veut bien comprendre les motivations des plus jeunes doit s'étonner volontairement.
C'est-à-dire 3 choses pour moi, comme je l'ai fait avec ce jeune en entretien de recrutement. La première chose, suspendre son jugement. Se hâter de ne pas vouloir trop vite plaquer une grille de représentation sur ceux qui nous rejoignent, et donc suspendre son jugement. En entretien de recrutement, je dis souvent, si vous n'avez pas changé d'avis en entretien, c'est mauvais signe. On doit explorer, on ne doit pas confirmer. La deuxième chose, c'est distancier son regard. Essayez, quand on écrit une offre, quand on la diffuse, quand on la développe, de recueillir le maximum d'avis portés sur cette offre. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont très expérimentées dans le secteur. Ça, c'est mon deuxième point. Quand on dit qu'on s'étonne volontairement, on suspend son jugement, on s'étonne volontairement. Et la troisième chose, on explique la manière dont on fonctionne. Et à ce jeune-là, ensuite, on avait marché ensemble. Je crois beaucoup à la vertu de la marche en entretien de recrutement ou en entretien d'évaluation. Parce que quand on marche, on passe de la convivialité à l'intimité. Et on donne aussi sa chance, notamment à des jeunes qui n'ont pas les mots. Mais ça leur permet comme ça de s'exprimer plus librement. Je me souviens qu'il m'avait dit, et ça va nous amener aussi à l'évolution des modèles d'organisation, il m'avait dit en me tirant par la manche, monsieur, je crois que je vais venir chez vous. Alors là, pour moi, c'était vraiment l'inversion du rapport de force. Et il avait ajouté, à 17 heures, monsieur, je fais de la calligraphie japonaise. Et moi, à 17 heures, c'était du point de vue de ma représentation du travail, en quelque sorte, le début de l'après-midi. Et ça, je suis très heureux de pouvoir le partager parce que maintenant, ça fait une bonne quinzaine d'années, complètement pour moi amplifiée par la crise sanitaire, que nous vivons en fait cette remise en cause du rapport de force entre employeurs et employés pour certains candidats, et que du coup, en tant qu'organisme de formation, on a tout intérêt à varier nos canaux de communication. Alors, c'est en quelque sorte, notre deuxième thématique. D'accord, ouais. On arrive là sur ces nouveaux canaux de communication. Et je puis, m'empresse. Oui. Voilà, du coup, on arrive tout de suite sur le digital et le numérique. Exactement. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire, Isabelle, que je l'avais recrutée. Ouais. Et que cette personne était pour moi talentueuse. C'est-à-dire qu'elle était différente, elle délivrait du résultat et elle était généreuse. Et quand on a dans nos équipes des personnes comme ça, il faut les protéger. Parce qu'elles peuvent mettre en quelque sorte un peu en danger par des gens qui sont parfois qui nous font courir le mimétisme le risque du mimétisme et de l'entre-soi. Alors, la deuxième chose que je voudrais partager, quand on réfléchit, quand on diffuse ces offres de formation, c'est par rapport à ces jeunes et ces moins jeunes, ce que je constate, moi, c'est la diversité des canaux. Je vous en propose 5 canaux de communication qui sont, à mon avis, en lien avec l'histoire de votre organisme. Il s'agit d'être aligné entre ce que l'on affiche comme offre, ce que les personnes vont véritablement vivre chez vous, puis le troisième niveau, ce qu'elles vont ressentir et vivre quand elles le pratiquent. Alors le premier, c'est l'univers des mots. Le deuxième, c'est l'univers des images. Le troisième, c'est la montée très forte en importance des petites vidéos, courtes et impactantes. Le quatrième, c'est les réseaux sociaux. Et le cinquième, c'est la micro-conversation. Alors, je vais l'illustrer, Isabelle. Je vais l'illustrer non pas avec mon parcours d'homme de ressources humaines, comme juste à l'instant avec ce candidat qui m'avait désarçonné, mais je vais l'illustrer en fait avec mon expérience d'enseignant. Et notamment à l'université, dans des BTS, des IUT, des Master 1, des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Ce que je constate, en fait, c'est une très forte évolution du rapport à l'enseignant et par extension, en fait, des attentes nouvelles sur les canaux de communication. Je rentre en amphithéâtre. Isabelle, je n'ai pas la chance de t'avoir à mes côtés, je suis tout seul. Et en face de moi, je pense aux organismes de formation quand je regarde mes élèves, car je sais que ces élèves vont non seulement chercher du travail, mais progressivement vont déployer leur carrière en ayant recours aux organismes de formation. Et aujourd'hui, en certains lieux, pas partout, mais c'est intéressant de penser ces signes avant-coureurs. Il m'arrive en fait de rentrer dans l'amphithéâtre et de n'avoir personne qui me regarde. C'est-à-dire que chacune et chacun de ces étudiants sont plongés sur leur tablette, leur ordinateur ou leur téléphone. Et ça, c'est évidemment quelque chose en rapport direct avec l'importance du digital, du numérique. Et là-dessus, il y a un livre que je recommande très très fortement. C'est un ouvrage du philosophe Michel Serres, qui pour moi est un des plus grands intellectuels français. Et j'en parle au présent, il nous a quittés il y a 4-5 ans, mais pour moi, il est toujours là. Et le livre que j'invite à lire sur ces questions de digital, d'ultra-quotidienneté dans nos vies, des écrans, c'est le livre qui s'appelle Petite Poussette.
Et je vous indique comme ça le travail de mes pouces. C'est une réflexion sur des jeunes, et même des tout jeunes, qui changent de monde en changeant d'écran avec leurs pouces. Qu'en est-il en fait pour nous dans la communication, la création de confiance, quand on fait face à des personnes qui vont avoir en fait un tout autre rapport à l'écran et qui vont attendre de l'enseignant, de l'entreprise ou par extension de l'organisme de formation de nouveaux moyens de communication. Alors, quand je prends la parole et que je leur dis bonjour, je m'appelle Philippe Pierre, tout de suite, et on va retrouver nos 5 canaux de communication, tout de suite, ils vont aller sur Internet tout en ne me regardant pas et ils vont tracer mon histoire de vie. Ça, pour eux, c'est absolument essentiel. Et c'est la même chose quand ils veulent réfléchir à leur carrière et qu'ils veulent réfléchir aux entreprises qu'ils vont rejoindre. Ils veulent en fait tracer. Et ils vont m'accorder du crédit si j'existe ailleurs. Alors ailleurs, Isabelle, c'est la toile. C'est l'univers de l'Internet. Alors ça, ils vont le faire à travers des moteurs de recherche. Et donc ça, c'est l'univers des mots. C'est mon premier canal. Ensuite, et c'est pour moi quand même une surprise au moins aussi forte que celle que j'ai eue avec le jeune Thomas, c'est son prénom, quand ce jeune m'avait demandé si on devait travailler en CDI tous les jours ou si on s'amusait chez moi. Ensuite, ces jeunes que j'ai en face de moi vont cliquer sur Images. Et ça, quand on communique vis-à-vis d'eux, c'est extrêmement important. Et donc, je rappelle souvent aux entrepreneurs et à celles et ceux que j'accompagne qu'il ne faut pas hésiter pour proposer une offre et par extension pour parler de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à saisir sur le vif des images avec authenticité qui sont des images prises en fait en situation de travail. Ça me semble très très important. Et donc la troisième, et alors à ce moment-là, Isabelle, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Ils ne me regardent toujours pas, hein, mais ils sont très attentifs. Et je m'empresse de dire que je travaille aussi très bien avec eux. Mais évidemment, il faut que je renouvelle mon approche en termes de communication et en termes de pédagogie. Puis ensuite, alors, si je les laisse faire en certains pays, moins en France que dans d'autres pays comme le Canada, certains de mes étudiants vont placer leur oreillette et cliquer sur vidéo Philippe Pierre, qui est la vidéo du professeur. Alors là, vraiment, j'insiste sur quelque chose que je trouve passionnant. Ce sont des gens qui sont avec moi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Michel Serres les appelle les polychrones, chronos le temps, poly plusieurs. C'est un rapport au temps nouveau où on est a priori toujours avec quelqu'un d'autre en même temps qu'avec la personne qui nous parle. Ça peut derrière créer beaucoup de difficultés, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vis en fait comme un signe avant-coureur, comme un laboratoire vivant en amphithéâtre. Et on peut penser que ces petits poussets, ces petites poussettes, quand ils vont chercher à se former, quand ils vont vouloir rejoindre une entreprise, et je le vois, j'ai confirmation tous les jours, ce qu'ils attendent, ce sont des petites vidéos courtes et impactantes qui rendent justice à votre offre de formation ou qui rendent justice à l'entreprise que vous êtes, courtes et impactantes. Et je voudrais donner tout de suite un outil auquel je crois beaucoup. La vidéothèque de témoignages des grands anciens, si on est dans une entreprise, ou la vidéothèque de témoignages des personnes qui ont été formées et qui nous disent en fait, évidemment, les bienfaits qu'elles ont pu retenir d'un cursus, d'un cycle, d'une journée qu'elles ont pu vivre grâce à un organisme de formation. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et si vous le faites notamment avec vos anciens en tant qu'organisme et avec votre personnel, il y a 3 questions à poser si on veut que je dirais, saisir le témoignage. La première, quelles sont les 2 choses dont tu es le plus fier dans ta carrière? La deuxième, quels sont les 2 conseils que tu donnerais à un nouvel entrant pour bien réussir chez nous? Et la troisième, si par exemple quelqu'un part en retraite et qu'on encapsule la vidéo, dans ta nouvelle vie, quels sont les 2 beaux projets que tu t'assignes? On pourrait tout à fait l'adapter à une offre de formation. Quelles sont les 2 choses qui restent pour toi par rapport en fait aux bénéfices du programme? Quels sont les 2 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui va suivre cette formation et qui va rejoindre ce cursus pour bien y réussir? Et puis, on resterait sur ces 2 questions. Alors ça, c'est mon 3e canal, Isabelle, c'est la vidéo. Je répondrai d'ailleurs, si vous voulez, davantage tout à l'heure aux questions qui peuvent se poser. Le 4e, si je veux savoir, et pour moi c'est quand même une expérience d'étonnement volontaire, hein, de suspension de jugement et de distanciation de mon regard, si je veux savoir de plus en plus si mon cours se passe bien, en plus d'avoir quelques regards qui se lèvent quand même, si c'est vrai, ou d'avoir une attention très forte, et c'est pratiquement toujours le cas, c'est le nombre d'invitations que je reçois pendant mon cours sur LinkedIn. Et ça, c'est mon 4e canal. Ça, c'est le canal des réseaux sociaux et c'est évidemment une belle présence d'un organisme de formation
sur une plateforme comme LinkedIn, de plus en plus puissante. Et là-dessus, je trouve qu'il y a des organismes ou des entreprises qui ont la grande capacité de présenter des témoignages très vivants, très authentiques. Je pense notamment en fait à Decathlon au sein des Hauts-de-France, qui m'apparaît une entreprise vraiment très douée pour valoriser le témoignage de ses équipes et pour proposer des petites photos ou des petites vidéos courtes et impactantes. 5e canal de communication. À la fin de mon cours, si les choses se passent bien, eh bien, je reçois des invitations sur des plateformes comme WhatsApp. Et ça, c'est la micro-conversation. Une fois qu'on a commencé un programme de formation, une fois qu'on a été en lien avec un organisme, continuer le dialogue avec cet organisme à travers des thématiques. Et donc mes étudiants, j'apprécie beaucoup d'ailleurs, hein, je ne peux pas toujours répondre favorablement car mon temps est compté, mais m'invitent dans des communautés pour réfléchir à l'évolution du sens du travail, pour réfléchir en fait à la thématique de l'organisation apprenante. Alors ce que je voudrais dire à un organisme de formation, c'est de bien choisir les canaux, d'être aligné avec leur histoire, ce sur quoi ils ne transigent pas. Et ça peut être d'ailleurs dans la lignée des 2 questions de tout à l'heure. Les 5 bonnes raisons de vous rejoindre, les 3 ou 5 raisons de vous quitter. Voilà, ça c'est notre 2e temps, Isabelle. Et en quelque sorte, je crois qu'on va aller directement sur le 3e. Sur le 3e. Oui. Hein, sur le 3e. Alors, on a eu la chance. L'image. Voilà. Voilà, la marque employeur, vraiment à mettre en exergue. Exactement. Et alors donc, ces canaux de communication, cette capacité qu'on a à être attractif, elle va ensuite, je dirais, pour se réaliser et être utile au moment de l'acte de formation, elle doit être en lien avec l'évolution des modèles d'organisation dans notre société. Et je vais vous en proposer 5. 5 modèles d'organisation qui, d'une certaine manière, dessinent un peu le paysage, à la fois des entreprises privées, des entreprises publiques et peut-être même des administrations. Le premier modèle d'organisation, je l'appelle depuis quelques années, Isabelle, le modèle de la loyauté. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand je disais que moi, j'ai été, je dirais, très influencé par ce contrat psychologique. Je donne énormément au travail. Je pourrais même dire qu'il m'arrive d'avoir certaines nuits en préoccupation les soucis du boulot. Et en échange, l'employeur me protège. Alors, ce type de société, on pourrait aller plus loin, tu donnes le stylo à la personne et tu lui demandes « dessine-moi l'organisme de formation ou dessine-moi l'entreprise qui t'accueille ». La personne va naturellement vous dessiner une pyramide hiérarchique. Et à ce moment-là, en fait, elle va se dire « si je rentre dans cette institution, cet organisme, il n'y a aucune raison que j'en parte ». Alors, on pourrait me dire « oui, mais ça, Philippe, ça ne correspond plus du tout à la jeune génération ». C'est pas vrai. C'est faux. Avec notamment les effets de ressac de la crise sanitaire, l'anxiété, tout à fait légitime, dans un très grand nombre de nos territoires. Je rencontre, et dans nos enquêtes, nous en avons la preuve, je rencontre encore des jeunes, notamment, qui souhaitent avoir une sécurité de contrat, qui souhaitent s'engager sur un moyen long terme, et qui vont faire en fait un parcours dans les sphères publiques ou dans des sphères privées ou dans des PME, en ayant véritablement l'envie d'essayer d'être propriétaire assez vite, donc de bénéficier d'un contrat de long terme, et puis d'aller sur les traces en quelque sorte de leurs parents. Il faut surtout en fait essayer de se casser les os de la tête et ne pas plaquer une seule représentation par rapport au côté extrêmement protéiforme de notre jeunesse. Et donc mon premier modèle, c'est un modèle de la loyauté. Les mots forts, c'est le mérite, l'ascenseur social, l'abnégation, le sens de l'effort, et d'une certaine manière la carrière longue. J'ajouterai une autre dimension. Nous sommes vendredi et on peut sourire ensemble. On ne parle pas d'argent dans ce modèle culturellement. Et on ne parle pas d'argent. Et je me souviens, moi, il y a quelques années, quand quelqu'un rentrait dans mon bureau et me commençait à vouloir me parler d'argent, je répondais « t'inquiète pas, ça viendra ». Le cœur même de ce modèle, c'est de donner énormément à l'institution qui t'emploie en échange d'être reconnu plus tard. Ça, c'est mon point de départ. On pourrait dire que ce modèle, il a une bonne 50aine, 60aine d'années, mais j'insiste, il ne disparaît pas forcément. Deuxième modèle, on va passer du modèle latin, c'est mon premier modèle, la loyauté, modèle du père, PERE, hiérarchique pyramidal, où on découpe en 3 d'ailleurs, la population cadre, les agents de maîtrise, les ouvriers si vous êtes dans l'industrie, la catégorie A de la fonction publique, la catégorie B, la catégorie C. J'allais presque dire noblesse, clergé, tiers état. Toute sa vie, on est au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Petit, on fait des études, on a cette chance, on nous demande alors t'as fait une petite ou une grande école.
On disparaît dans le journal local, il y a son nom, notre prénom et l'école d'ingénieur qu'on a pu faire très tôt, très jeune. C'est un modèle véritablement très attaché aussi à la centralisation du pouvoir politique et à notre pays, la France, ou par extension au pays latin. Le deuxième modèle, je l'appelle l'employabilité. Pour moi, ce modèle d'organisation que j'appelle l'employabilité, il a une quarantaine d'années. Là, le mot fort, c'est mobilité géographique. Alors pour les plus anciens qui nous écoutent, là, vous vous souvenez certainement qu'il y a maintenant une 30 ou 40 ans, on nous a dit pour faire carrière, il faudra bouger. Mobilité géographique. Et puis dans ce modèle, le deuxième modèle d'employabilité, on nous a dit aussi qu'il faudra avoir plusieurs métiers tout au long de sa vie et il faudra se former tout au long de son existence. Mobilité professionnelle. Et donc dans ce deuxième modèle, il n'y a aucune raison qu'on reste, même si on y est bien, chez l'employeur qui nous emploie. On va faire appel à des organismes de formation tout au long de son existence et on va vouloir avoir une réputation sur le marché du travail et non plus dans une seule organisation. Ça, c'est fondamental à comprendre. On passe en quelque sorte du père latin au père anglo-saxon. Et là, on parle d'argent. Alors, c'est ce que j'ai échangé encore hier, Isabelle, avec des chefs d'entreprise. Hier, qui me disaient, tu te rends compte, Philippe, j'ai un candidat qui est venu hier. On a à peine démarré l'entretien qu'il me parlait déjà de la semaine de 4 jours, était-elle effective chez moi, des possibilités en fait de travail en équipe déspatialisée, et il m'a même dit en fait, on était quasiment à la 8e minute sur le package de rémunération. Je lui ai dit, ben oui, c'est une partie de notre jeunesse, mais pas simplement toute la jeunesse. Ça, c'est notre deuxième modèle. C'est le modèle de l'employabilité. Alors, si on est très concrètement dans une entreprise industrielle, par exemple, le premier, la loyauté, ça sera plutôt nos équipes en conditionnement, en production, en fabrication. Et nos équipes commerciales seront plutôt sur le deuxième modèle. Elles ne seront pas forcément fidèles très longtemps, mais quand elles seront avec nous, elles seront véritablement investies avec nous. Alors là, avec mon troisième modèle, on va tourner notre regard vers des secteurs comme l'ingénierie, des secteurs comme l'expertise comptable, comme les avocats, comme les architectes, comme les cabinets conseils. C'est le fait. Alors, je l'ai appelé dans mes travaux et je crois, Isabelle, d'ailleurs, qu'on fera un petit cadeau. On maintient le suspense, mais on fera un petit cadeau à nos participants tout à l'heure qui retrouveront dans un de nos livres l'ensemble de ces modèles. Mon troisième modèle, je l'ai appelé en fait la communauté de métiers. Et quand on est organisme de formation et qu'on regarde en fait nos futurs, les personnes qui vont utiliser nos services, on peut avoir des personnes qui utilisent nos services dans un premier qui est l'organisation, la loyauté. Dans un deuxième qui est à l'occasion d'une bifurcation, d'un changement de vie, le modèle de l'employabilité, on vient chez nous parce qu'on veut réinventer sa trajectoire. Et puis dans le troisième modèle, ça concerne peu de personnes, mais à l'intérieur des entreprises, ces personnes ont un fort pouvoir d'influence et elles peuvent être identifiées comme des talents. Et donc la communauté de métier, c'est le fait d'être identifié comme un talent dans un réseau professionnel qui fait ma carrière. Je vais donner un exemple de plus en plus important. Des jeunes informaticiens, et Dieu sait si c'est difficile en ce moment, non seulement d'attirer, mais de fidéliser des jeunes informaticiens. Eh bien, ils vont être dans leur esprit, s'ils sont chez nous, à la fois salariés chez nous, un peu entrepreneurs sur des projets qui leur tiennent à cœur, et on va les accompagner là-dessus, et actionnaires. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des ressorts de motivation d'une partie de cette population. Ce qui n'était pas vrai des deux premiers modèles. Dans les deux premiers modèles, on est salarié. Là, en fait, ça concerne peu de personnes, mais qui ont un fort pouvoir d'influence. Et à ce moment-là, en fait, ces personnes souhaitent être actionnaires. Alors, on retrouve ce que je dis là, notamment dans des champs comme l'expertise comptable, les avocats, l'univers du maniement des idées, en quelque sorte, pour aller vite. Et c'est le modèle de la diva d'opéra. Et je voudrais dire ça, alors je n'ai pas en face de nous nos participants, mais je sais qu'ils sont présents. La question, je la pose souvent, c'est quand on pense à une diva d'opéra qui veut se former, qui veut grandir, qui veut faire carrière, quelle est la personne principale qui fait sa carrière? Ben, il se trouve que la personne principale, on pourrait dire c'est le public, on pourrait dire que c'est sa voix, on pourrait dire que c'est un agent qui l'accompagne dans sa carrière. Pour moi, en fait, c'est la critique. C'est la critique qui fait, en fait, à un moment donné, le succès d'un parcours. Et pour les entreprises, c'est de plus en plus la présence avec elles des influenceurs. Et ça, une entreprise comme Decathlon, que je citais tout à l'heure, l'a parfaitement compris. Elle est attractive car elle sait aussi convaincre des influenceurs sur le marché du travail que leurs prestations sont de qualité. Pour moi, il en est de même pour un organisme de formation.
avoir des personnes importantes dans le secteur qui disent du bien à la fois de nos formations, mais qui peuvent être des prestataires occasionnels ou des formateurs occasionnels qui vont nous accompagner et qui vont relayer sur une plateforme LinkedIn, en vidéo ou ailleurs, quelque chose de favorable pour nous. Ça, c'est mon troisième modèle, c'est la communauté de métier. Et c'est la montée en puissance, je dirais aussi, tiens, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est la montée en puissance d'une économie de la réputation. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes que je rencontre, et quand je leur parle d'entreprises à rejoindre ou d'organismes de formation à connaître, elles vont aller sur des sites comme Glassdoor. Alors, Glassdoor, en fait, c'est le TripAdvisor des entreprises. C'est un site accessible dans lequel tu trouves les avis des personnes qui travaillent chez toi ou des anciens de chez toi. Et ça, c'est quelque chose, si on regarde un petit peu plus loin, qui est très intéressant à observer. Parce que je vois monter en puissance ce phénomène, cette économie de la réputation, et je vois en fait de plus en plus de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui d'une certaine manière se renseignent avant de vivre l'expérience du recrutement ou de vivre l'expérience collaborateur. Quatrième modèle, Isabelle, parce que le temps passe vite. Quatrième modèle, la plateforme. La plateforme, c'est, pour être très clair, c'est dans notre paysage la montée en puissance d'entreprises comme Uber, TripAdvisor, Airbnb. Je n'aurais absolument pas parlé il y a 15 ans, ni même peut-être il y a 10 ans, mais c'est évident à prendre en compte. C'est-à-dire que ce sont d'abord des plateformes qui permettent un réseau social, et puis c'est une succession de contrats courts. Et on doit l'intégrer à notre réflexion sur l'évolution du sens du travail, sur l'évolution des ressorts de motivation. On doit l'intégrer car on a aussi de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui sont intégrés à ce type d'entreprise. Et là, même si j'ai parlé de contrats courts, moi, mon sentiment, je vais en toute honnêteté parler aussi de précarité de conditions. Et pour ces jeunes, en fait, là, la difficulté, elle est beaucoup plus forte. Ils ont peut-être différents engagements, mais ils le vivent souvent avec difficulté. Et donc là, on ne doit pas tout confondre en quelque sorte, hein. Ces jeunes souvent subissent leur parcours professionnel. Et il est évident qu'on doit les accompagner peut-être davantage encore. C'est mon quatrième modèle. Il fait d'ailleurs courir le risque aux trois premiers de la disruption et de les percuter dans leurs fondamentaux. Le cinquième modèle, c'est tout à fait, en quelque sorte, non pas l'aboutissement du voyage, mais en quelque sorte un point d'écho avec le début de notre conférence. Le cinquième modèle, je l'ai baptisé avec mes équipes et mes collègues, l'archipel. L'archipel, c'est la présence autour de nous de personnes qu'on a appelées tout à l'heure des slasheurs. Ce sont des personnes, je le rappelle, qui veulent avoir plusieurs engagements professionnels en même temps. Alors ça peut être sur un même mois, ça peut être sur un même trimestre, ça peut être idéalement pour eux sur une même année. Et dans les organismes de formation qui sont les vôtres, dans les entreprises qui sont les vôtres, vous avez la présence de ces femmes et de ces hommes qui veulent équilibrer vie personnelle et vie professionnelle et qui veulent aussi avoir plusieurs sources de rémunération possibles. Alors vous avez l'exemple par exemple de cabinets, conseils, qui ont levé la clause en quelque sorte d'exclusivité et qui admettent l'idée qu'on soit à la fois chez eux salariés, travailler, je dirais, ardemment, mais qu'on puisse en même temps avoir une autre activité professionnelle si on le souhaite. Alors je vais donner un exemple que je trouve assez savoureux. Dans une association patronale, Isabelle, il y a maintenant 6 ans, je réfléchis avec une quinzaine de dirigeants du côté de la région centre, à Blois, à ce que nous traitons en ce moment, c'est-à-dire ces écarts de représentation entre générations, cette remise en cause de la centralité du travail dans nos vies, cette diversification des modèles. Et un expert comptable, en fin de journée, qui se prénomme Benoît, vient me voir et me dit « Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un candidat, comme je l'ai fait tout à l'heure, qui t'avait demandé « Est-ce qu'on doit être là tous les jours? Est-ce qu'on s'amuse chez toi ?» Et il me dit « Moi, avant-hier, j'ai eu dans mon bureau quelqu'un qui m'a mise à l'épreuve et qui, d'une certaine manière, m'a donné le sentiment d'avoir une vision de la formation et plus largement de sa carrière absolument différente de ce que j'avais pu connaître. » Alors, le jeune de 28 ans et demi, expert comptable, donc fraîchement diplômé, qui avait bien fonctionné, rentre dans le bureau de Benoît. Et Benoît, c'est quelqu'un, si tu veux, qui était convaincu que quand le jeune rentrait dans son bureau, c'est le jeune qui avait drôlement de la chance de rentrer dans son bureau. Oui, mais ça, en quelque sorte, c'était avant. Et donc, Benoît se prépare à un entretien très classique de confirmation, non pas d'exploration. Il va chercher chez le candidat des choses qui vont le rassurer. Et le jeune en face de lui n'attend pas très longtemps. Il lui dit « Monsieur, je vais venir chez vous ». Alors ça, c'est vraiment l'illustration de l'inversion du rapport de force, hein.
C'est ce que m'avait dit d'ailleurs le jeune Thomas quand il m'avait tiré par la manche et il m'avait dit au bout de 45 minutes d'entretien, je vais venir chez vous. Mais ça, c'était un peu plus longtemps. Et donc, ce jeune expert comptable dit à Benoît, son futur employeur, je vais venir chez vous. J'ai regardé en fait ce que l'on dit de vous sur Glassdoor, ce site de réputation dont j'ai parlé. J'ai appelé directement des personnes qui travaillent chez vous et j'ai eu 2 anciens de promotion. Ça, c'est la personnalisation de la relation si importante pour une large partie de ceux qui vont nous rejoindre. Et la troisième chose, donc ce jeune lui dit, je vais venir chez vous, monsieur, lundi, mardi, mercredi. Alors, évidemment, Benoît, de son côté, se dit, mais moi, je ne cherche pas un temps partiel. Ah oui, mais attention, les choses ont évolué. Ce jeune candidat, lui, il cherche un temps plein. Et il ajoute, monsieur, le jeudi, vous ne le savez pas, mais mon épouse et moi-même. Alors ça, je vais faire rentrer dans notre échange un concept, le concept d'enchevêtrement des sphères. Pour ce jeune, il est tout à fait normal de parler de son épouse, de son environnement familial, dans le cadre d'un entretien de recrutement ou dans le cadre d'une recherche de formation. C'est tout à fait naturel pour lui. Ça ne l'était évidemment pas pour moi, qui dans ma génération séparait en deux la personne qu'on était avec mes émotions, mes sentiments, et le rôle que je tenais. J'étais vraiment à vivre ma vie en pelure d'oignon, si je reprends les termes de l'anthropologue. Ce jeune-là de 28 ans et demi, en fait, ne le fait pas. Et dit à Benoît, monsieur, une de mes passions, parce qu'il en a plusieurs, ces slasheurs ont plusieurs passions. Ils ont en quelque sorte plusieurs vies à vivre en même temps. Ils sont un peu moins saisissables pour un homme comme moi. Mais le pari est passionnant. Il lui dit, en fait, on a une des passions, c'est la sculpture. Ah bon, très bien. Et on a développé un site internet. Et il se trouve que le développement du site a généré des ressources. Et quand j'ai appris ensuite, Isabelle, le niveau de rentabilité du site, j'ai pris ce jeune garçon plus en sérieux encore. Et le vendredi, lui dit-il, j'aime pratiquer le chant choral. Alors, Benoît au départ, ne s'est pas étonné volontairement, il n'a pas voulu suspendre son jugement, il s'est levé et il a d'une certaine manière proposé à ce jeune de ne pas venir chez lui. Et puis le jeune a eu un éclair de génie, il lui a dit, vous savez monsieur, s'il y a une urgence, avec les moyens contemporains, et là on est dans la digitalisation, dans l'importance, je dirais, du travail à distance, s'il y a une urgence, je peux de temps en temps faire un effort pour travailler tôt le matin ou tard le soir. Et à ce moment-là, alors évidemment, Benoît a un sourire, et les choses se sont faites. J'ai eu des nouvelles il y a 1 mois, il est toujours là. Il est toujours là, et Benoît le considère comme un talent. C'est-à-dire une personne qui délivre du résultat, une personne qui a une acuité du regard et une générosité différente. Elle me touche dans mon modèle et elle me percute dans mes évidences. Et l'autre chose, et c'est très important pour moi quand on évoque cette belle notion de talent, ce jeune est généreux. C'est-à-dire qu'il écoute activement, et notamment les plus anciens, il écoute activement, il est en qualité de présence et il transmet aux autres, et il a ce bonheur de transmettre aux autres, c'est ce que Benoît m'a confirmé, tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Et donc ce jeune-là, on lui accorde le droit en quelque sorte, mais ça s'est généralisé dans le cabinet de Benoît, de vivre un tout petit peu plus sur son rythme et ses envies que le reste de l'équipe. Mais j'ajoute, et ça c'est très important pour moi, il délivre du résultat. Sinon, on court un risque très important par rapport à ces 5 modèles d'organisation, c'est au final d'encourager ce que je vais appeler l'égalitarisme, c'est-à-dire d'avoir tendance à donner la même chose à chacun et de ne pas véritablement récompenser le mérite. On va l'appeler ça le nivellement. Pour que les choses se passent bien et que d'une certaine manière nos équipes se diversifient en ayant un résultat qu'elles travaillent ensemble, il s'agit de défendre l'équité. Et en quelque sorte, ça pourrait être, non pas mon point de conclusion, parce qu'on va avoir le bonheur d'échanger ou d'avoir quelques questions complémentaires, mais l'équité, j'en donne une définition pour moi. Un des enjeux, quand on évoque ces 5 modèles d'organisation, c'est, pour moi, il est double. D'abord, c'est de savoir motiver, mobiliser, en fixant un cap et un cadre. Le cap, c'est les raisons de venir chez nous. On va appeler ça l'étoile, les 5 bonnes raisons de nous rejoindre. Ça, c'est le cap. Il y a de plus en plus de personnes qui nous questionnent sur le cap. Et puis dans le même temps, il faut fixer un cadre. Plus les personnes autour de nous, notamment les plus jeunes, discutent des principes, nous posent des questions sur le sens et le pourquoi, plus on doit avoir le courage de poser une contrainte qui les fait grandir. Je vous propose d'appeler ça le cap, l'étoile et le chemin, le cadre. Et la deuxième chose, c'est ma définition de l'équité. J'en propose une définition et j'en appelle à Aristote, le philosophe. Pour moi, l'équité, c'est savoir identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Et donc, quand on anime des équipes, quand on réfléchit au parcours de formation, quand on analyse l'évolution des carrières, il est juste de marquer des différences parce qu'elles profiteront ensuite à tous.
Et donc des personnes qui ont des compétences particulières spécifiques, il est juste d'une certaine manière d'accélérer leur parcours parce qu'elles vont nous donner en fait à toutes et à tous davantage ensuite à redistribuer. Je voudrais dire encore un petit mot. Quand on fait face à quelqu'un qui nous étonne, j'ai pris l'exemple de Thomas qui m'avait demandé est-ce qu'on doit être tous les jours chez moi, ou de ce jeune face à cet expert comptable. Je crois beaucoup, et je le rappelle, à l'étonnement volontaire. On doit se hâter de ne pas juger trop vite, et l'obligation qu'on a, c'est d'une certaine manière de se casser les os de la tête, de suspendre son jugement. Et je rappelle toujours que si vous voulez connaître quelqu'un, une des meilleures façons de faire, c'est de marcher avec elle ou avec lui. Parce que quand on marche, on élargit son champ de conscience. Quand on marche, on n'est pas face à face dans quelque chose de classique, et on donne la chance à quelqu'un de nous parler un peu plus de son intimité, de nous parler un peu plus de ce qui compte à ses yeux, et on pense avec elle ou avec lui sa trajectoire de vie, les possibilités de développement et de formation. Voilà, c'est une approche péripatéticienne en quelque sorte, à laquelle je crois beaucoup. Et l'important au final n'est pas de chercher à ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir patiemment soi-même aux bonnes raisons des autres. C'est ça l'étonnement volontaire. Et ça, pour moi, c'est un merveilleux enjeu de vie, en quelque sorte, Isabelle. D'accord. Bon, très bien. Donc, justement, on avait une réaction de David qui posait une question. Quelle est, donc, je traduis par quel est l'avenir des formations en résidentiel en faisant la différence entre formation en présentiel et ou en résidentiel? Oui, ça m'apparaît une excellente question. On dit beaucoup, en fait, qu'il convient aujourd'hui de trouver un équilibre entre distanciel, donc ce que nous sommes en train de vivre, la création de confiance à l'écran, et essayer autant que faire se peut d'avoir un équilibre avec des formations en présentiel. Alors, d'abord, je crois que cet équilibre est à rechercher. Ensuite, je dirais que quand on est en présentiel, on doit s'attacher à vivre une expérience forte. Et donc, l'expérience forte, c'est justement ce passage pour moi de la convivialité à l'intimité. Ça doit être des moments où on dit de soi, des moments d'ailleurs où on change de rôle professionnel. Un directeur marketing, un responsable d'atelier de production vient en formation et on ne va pas forcément lui demander d'être dans la continuité de son activité. On va lui demander de préparer une petite séquence de formation pour les autres, d'un quart d'heure au départ, pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais il va changer de registre. Et donc pour moi, le présentiel et ces moments de formation en présentiel sont des moments où on doit le plus possible inviter les personnes à changer de registre, à changer de manière de communiquer, à gagner en prise de parole en public et les mettre par exemple en formateur occasionnel. Je dis ça, Isabelle, parce que je l'ai vécu moi en tant que DRH. J'avais eu la chance dans l'organisation qui était la mienne d'avoir à mes côtés un homme de grande valeur qui avait développé une université d'entreprise, et on avait déjà, il y a quelques années, cet équilibre entre formation à distance, donc sur du savoir-faire, sur du savoir-faire, la dimension projet, et on avait le souci de vivre ce qu'on appelait des trainers camp, c'est-à-dire des 3-4 jours de présence, on peut même imaginer 1 ou 2 journées aujourd'hui, où ces personnes qui étaient habituées à un type d'activité venaient et on leur demandait de former les autres. Eh bien, en changeant d'une certaine manière de registre, on les voyait elles-mêmes se découvrir autrement et on voyait la confiance au sein du groupe se fonder, mais vraiment à très grande vitesse. Donc, pour répondre à David, oui à l'équilibre entre présentiel et distanciel, et dans les présentiels, s'attacher autant que faire se peut à avoir un effet de surprise, un effet de confiance, où la personne, en fait, n'est plus en quelque sorte dans un rapport classique de surplomb entre un sachant et quelqu'un qui est supposé apprendre, mais à vivre une expérience vivante dans laquelle on se voit nous-mêmes nous transformer. Donc Donia maintenant nous dit, avez-vous une astuce pour provoquer l'étonnement volontaire Oui. pour votre interlocuteur? Oui, alors j'en ai plusieurs. J'ai d'abord en fait l'outil de la note d'étonnement. Je pense que vous êtes nombreux à proposer, quand une personne intègre nos équipes ou vit un programme, à lui demander quels sont les 5 points qui t'ont étonné depuis que tu es chez nous. Ça, c'est très classique, mais il faut le faire. Moi, l'astuce, en fait, c'est de ne pas le faire avec des mots, car les mots, c'est trop conventionnel. C'est de le faire, Isabelle, avec des images. J'appelle ça la note d'étonnement en images. C'est absolument réalisable par toutes et tous, et je vous en donne le mode d'emploi très vite. Au bout de 3 jours, vous dites à la personne qui vous a rejoint, prépare-toi, dans 3 semaines, on va te demander de venir avec 5 images
Donc la personne, tu sais, va la chercher sur la toile, sur le net. J'ai eu, parce que j'utilise ça depuis longtemps, j'ai eu des personnes qui révélaient des compétences inattendues et des talents cachés. Elles faisaient des dessins sur ce qu'elles ressentaient depuis qu'elles étaient avec nous. Elles découpaient des magazines et elles faisaient du collage. Donc c'est ça aussi qui est magnifique, c'est qu'on voit se révéler des compétences inattendues. Et 3 semaines plus tard, la personne vient avec ses 5 images. Et donc ça, c'est un accélérateur de conversation. C'est très intéressant parce qu'on part en fait du témoignage de la personne qui nous a rejoint et non pas de nous dans une position de surplomb. Et j'ai notamment une jeune femme, quand j'étais DRH, qui m'avait montré un vieil ordinateur des années 80, on était dans les années 2010, et elle me dit, ça c'est ce que je ressens, Philippe, depuis que je suis chez nous. Alors, j'avais créé un espace de parole, Isabelle, pour m'entendre dire des choses que je n'avais pas envie d'entendre, qui est une des grandes qualités d'un manager, mais il faut savoir l'encaisser. Mais en fait, c'était bien qu'elle me dise ça. C'est qu'il y avait un écart et qu'elle repérait, elle, puisqu'elle était nouvelle. On devait profiter de cette nouvelle paire de lunettes. Il y avait un écart entre ce que l'on affichait, ce qu'elle vivait, elle, ce qu'elle pratiquait et ce qu'elle ressentait. Et donc, quand on fait bien les choses, on comble ces écarts. Et donc, la note d'étonnement en image, il faut faire revenir la personne et lui redemander 3 mois plus tard de revenir avec 5 images. Ça peut être les mêmes, mais souvent ce sont d'autres images. Et cette jeune femme qui m'avait demandé, qui va me montrer ce vieil ordinateur, quand elle était sortie, j'avais appelé notre directeur des services d'information, je lui avais dit, il faut que mes équipes travaillent avec les tiennes. Et on avait intégré dans le livret d'accueil à l'époque un login, un password et un peu de nouveau matériel. Et donc, 3 mois plus tard, je lui avais montré qu'elle avait été utile, cette jeune femme. C'est très important, ça. Parce qu'une bonne partie de notre jeunesse, en fait, quand elle achète un produit ou un service, quasiment 10 minutes après, on lui demande son avis. Il faut absolument que l'entreprise, l'organisme de formation, soit des lieux où on prenne ce souci de témoigner ce que l'on a sur le cœur comme quelque chose de très important. J'en donne peut-être, c'est l'étonnement volontaire, j'en ai une dizaine d'outils, mais on a que quelques minutes. Mais cette note d'étonnement en image est quelque chose de fondamental. Je vais te donner un deuxième outil très rapide. En plus, tu te souviens de la vidéothèque de témoignages de tout à l'heure. Je vais te donner un deuxième outil avec des personnes qui nous quittent, qui quittent notre entreprise ou qui quittent l'organisme de formation qui est le nôtre. Souvent, en fait, et j'en rencontre encore, hein, il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent, moi, tu sais, quand on nous a quittés, c'est comme si on avait trahi la famille. Je t'assure que c'est vrai, j'en entends encore. Et les gens me disent, loin des yeux, loin du cœur. Alors moi, je crois évidemment l'inverse. Et dans une vision du travail en archipel, un ancien, c'est quelqu'un qui doit devenir un ambassadeur, un prescripteur, et qui doit parler de notre organisme de formation parce qu'il y a passé soit d'excellents moments en formation, soit qu'il était partie prenante et qu'il était acteur de l'organisme. Alors ce que je propose, si jamais vous avez quelqu'un de compétent, hein, il ne s'agit pas de le faire avec des gens moins compétents, mais quelqu'un de compétent vient vous voir et vous dit, tu sais que mon épouse et moi-même, nous venons d'avoir notre deuxième enfant. Alors tu réponds, bien sûr, je le sais et je suis extrêmement content pour toi. La personne est chez toi depuis 7 ans. À ce moment-là, elle te dit, bah écoute, elle a trouvé un job intéressant, mon épouse à Aix-en-Provence, et évidemment, je l'accompagne. Qu'est-ce que vous faites là pour vous étonner volontairement et pour faire de votre, je dirais, collaborateur actuel une ressource pour demain? Vous allez pratiquer, ça sera mon troisième outil, l'entretien de sortie à chaud et à froid. Vous venez d'apprendre cette nouvelle. Première chose, vous regardez si on peut, je dirais, continuer de travailler avec lui à distance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut peut-être regarder si son épouse ne peut pas avoir dans notre univers un job qui la fasse rester dans la région. Mais en fait, non, ils vont partir à Aix-en-Provence. Ce que vous faites, c'est que vous lui dites à cette personne, reviens me voir demain et tu mets de bonnes chaussures. Tu mets de bonnes chaussures car tu vas marcher avec cette personne qui va nous quitter. Et on part en fait, donc le lendemain, d'une question. Et ça, je l'ai beaucoup utilisé car j'y crois beaucoup. La question, c'est, tu es chez nous depuis 7 ans et on est extrêmement heureux de tes services. Quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire pour que ça se passe encore mieux ensemble? Jamais aller sur le gris des choses, jamais aller sur le verre à moitié vide, toujours faire preuve d'optimisme de combat. Quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire? On s'implique personnellement. C'est une des très grandes préoccupations d'une grande partie de ceux qui nous rejoignent, la personnalisation de la relation. Quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire pour que ça se passe encore mieux ensemble? Et à ce moment-là, je vous invite à marcher si vous le pouvez, hein, vous adaptez mon propos à vos lieux. Et l'accélération de la conversation, l'authenticité des choses. Puis vous allez revenir dans votre bureau. Et là, vous allez faire quelque chose qu'en France, on ne fait jamais. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai appris au Canada et que je me suis attaché à faire quand j'étais DRH en entreprise.
Vous allez fixer avec cette personne donc qui vous quitte, on est d'accord, hein, elle va partir dans 2 mois, elle fait tout à fait son préavis très correctement et elle a le souci du tuilage, donc elle partage avec la personne qui la remplace. Et vous allez fixer avec elle un entretien à froid, donc comme on le vit Isabelle à l'écran, à Mhm. distance, en Skype, en visio, en Teams, et vous allez lui fixer 4 mois plus tard. Si vous faites ça, en fait, non seulement vous allez vous étonner volontairement, mais s'étonner volontairement, hein, j'insiste, c'est créer un cadre de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. C'est la grande vertu de l'étonnement volontaire pour progresser. Premier gain, vous allez avoir 3 gains. Le premier gain, c'est que vous allez envoyer dans votre organisme de formation le signe que les gens qui ont bien travaillé chez nous ne sont pas loin des yeux, loin du cœur. Chez nous, on n'oublie pas ceux qui ont contribué. Et en fait, si cette personne était compétente, on sait très bien qu'elle est toujours en lien. On attend toujours d'elle des nouvelles avec ceux qui sont restés chez nous. Donc, vous envoyez le signe que chez nous, c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Et à l'écran, avec la personne qui sera donc partie il y a 4 mois, ce que je propose de faire dans ces temps souvent de pénurie de ressources, c'est de lui demander, dis donc, tu connaîtrais pas, toi, de noms de personnes qui sont très intéressantes à tes yeux et qui pourraient bien travailler chez nous. Vous faites de vos anciens des ambassadeurs et vous faites de ces ambassadeurs en quelque sorte les îlots d'un archipel. Et puis quand la carrière de son épouse se passera formidablement bien, mais peut-être un jour ils auront envie de revenir au sein des Hauts-de-France, si tu perpétues le lien une fois par an au moins, tu feras partie des personnes en fait qui seront recontactées avec une grande force, une grande sincérité. Et à ce moment-là, ça sera notre 6e modèle, ça, Isabelle. La personne qui reviendra, tu la feras pas forcément revenir comme salarié, mais tu l'associeras à ton développement comme prestataire, comme développeur d'affaires, comme RH à temps partagé ou directeur marketing à temps partagé. Ce serait un 6e modèle en quelque sorte au-delà du modèle de l'archipel. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi fait sens. Bon, j'ai une bonne dizaine d'autres outils d'étonnement volontaire, mais je crois que le temps passe très très vite et on peut peut-être dire que de toute façon, pour ceux qui nous écoutent, nous allons leur faire des cadeaux, des liens et nous Voilà. allons leur offrir des livres. Voilà, pour conclure, puisque malheureusement le temps passe vite, justement, on va revenir sur ces conclusions parce que justement à suite à cette intervention et merci encore Philippe. Merci. Il va y avoir, vous allez recevoir donc ce mail avec le replay et puis le petit questionnaire de satisfaction, mais également un certain nombre de liens que Philippe nous a donné sur des ressources. Et puis également donc un cadeau, hein, comme on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Voilà, sur l'ouvrage qui vous est proposé. Je te laisse Philippe en dire deux Oh mots. oui, avec grand plaisir. Donc c'est un ouvrage très opérationnel dans lequel en fait vous allez retrouver ces 5 modèles d'organisation. Vous allez retrouver une bonne dizaine d'outils qu'on peut mettre dans les mains du premier niveau d'encadrement, hein. C'est pour moi le plus important, celui qui est au plus près du terrain. Des personnes qui sont formidables et qu'on a nommées en fait managers, mais qui ont un peu de difficulté pour trouver les contours de leur nouvelle activité. Donc le livre s'appelle Le livre du manager et le sous-titre c'est Clés d'un management efficace et intégrant. Voilà, Ouais. et donc j'aurai le souci avec Isabelle et toute l'équipe de vous adresser des podcasts, aussi des liens. On m'interroge Voilà, il y a énormément. tout un certain nombre de liens. Donc, vous aurez le Voilà. lien vers cet ouvrage, voilà, que vous pourrez télécharger. Et n'hésitez pas à le partager avec ceux que vous appréciez. Moi, je serai toujours propriétaire de l'idée et elle se diffusera et j'en serai très heureux. Voilà, c'est parfait. Je vais revenir sur peut-être pour conclure, et puis pour vous permettre de rester donc en contact avec nous. Hein, donc voilà, vous pouvez, si vous ne l'êtes pas déjà, vous abonner à nos deux newsletters, hein, le C2 Actu et l'Info Hebdo. Vous pouvez également retrouver donc nos prochaines sessions de professionnalisation et peut-être des sessions qui vous intéressent plus particulièrement, puisque donc nous terminons le cycle innovation. Là, je vous mets le lien direct dans le chat également. Ce sont des petites sessions peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qui se déroulent le midi. Donc le 14 novembre, nous aurons la thématique de comment réaliser des podcasts. Le 21 novembre, on reviendra sur le métier de formateur 2.0 et le 28 novembre, on fera un point sur les IA génératives en formation.
Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si ça vous intéresse. On a également en ce moment le cycle métier, donc on termine les 2 derniers de l'année. Un focus sur la filière d'avenir, la construction hors site, dans le cadre de REF 3, également sur les métiers et formations du secteur sanitaire et social. Ça, c'est le 30 novembre. Et enfin, voilà, je voulais pas vous laisser avant de vous parler pour si vous n'avez pas eu l'information de notre prochaine rencontre régionale, donc le Forum de l'innovation en formation et en orientation professionnelle. Hein, donc c'est un forum que nous organisons donc sur la première quinzaine de septembre, pardon, donc du 1er au 19 septembre, qui s'appelle Résonance. Et donc pendant ces 15 jours, donc il y aura toute une programmation variée, à la fois en présentiel et en distanciel, de plus de 40 événements donc sur les Hauts-de-France, auxquels bien sûr vous êtes conviés. Je vais vous mettre également, pour terminer, mes liens donc dans le chat sur le lien d'information, donc pour avoir toutes les informations donc sur le forum Résonance, et puis pour pouvoir vous inscrire à ces différents événements. Je vois que je laisse Philippe remercier individuellement Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. les personnes. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, pour terminer, vous avez également le mail de l'adresse professionnalisation pour nous contacter ou pour toute demande. Je reviens sur la petite fiche d'évaluation parce que je vous remercie de prendre 5 minutes pour y répondre, puisque là, vous pourrez nous indiquer également les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés suite à cette intervention ou en approfondissement, des choses que vous souhaiteriez revoir. Et puis, donc, voilà, des thèmes que vous souhaiteriez voir traités, notamment donc, dans notre programmation 2024. Voilà, il me reste à remercier, un grand merci Philippe. Merci beaucoup. Pour ton intervention. Merci à toutes donc, et à tous de votre attention et de votre écoute. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Philippe? Ah oui, une citation du philosophe Édouard Glissant qui est Oui. pleine d'optimisme, pleine d'optimisme. L'important est de changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Ça m'apparaît tout à fait en lien avec l'optimisme de combat qui a été le nôtre cet après-midi et ce que nous avons à vivre ensemble dans le futur. Merci beaucoup Isabelle et merci à toute l'équipe. Merci à toutes et tous. Et puis, donc, je vous dis à bientôt sur des prochains webinaires. Et bon week-end en avance. À très bientôt. Au revoir.